Bonjour à tous et bienvenue dans ce grand débat sur l'un des secteurs dont les troubles ont malheureusement fortement augmenté à la suite des différents confinements, mais secteur pour lequel la digitalisation pourrait être une révolution. C'est la santé mentale, explosion de la demande, explosion des téléconsultations. Est-ce que nous sommes face à un phénomène durable avec un nouveau modèle économique et de nouvelles manières de soigner? Et bien pour y répondre autour de cette table, Fanny Jacques, tout d'abord. Bonjour Fanny Jacques, en duplex depuis Paris. Où est-ce que vous m'entendez ? Oui, tout à fait, bonjour. Fanny Jacques, médecin psychiatre, hospitalière, puis libérale. Merci d'être des nôtres ce matin. Vous avez fondé Doctopsy et Mon Sherpa, qui ont eux-mêmes été de beaux succès, rachetés par Care, start-up française spécialisée dans la téléconsultation, dont l'activité a très fortement progressé durant l'année dernière et qui vient elle-même d'être rachetée en ce début d'année par le britannique Health Hero. Et pour être complet, je précise que vous êtes aujourd'hui directrice santé mentale chez Care. Johanna Couvreur, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de projet santé mentale à l'Institut Montaigne. Alors, l'Institut Montaigne, on le rappelle, c'est une association indépendante. C'est un think tank, pour bien parler français, qui réalise des études et qui émet des avis sur ce qui relève de l'action publique. Et vous nous parlerez entre autres de l'expérience pilote que vous allez mener en Île-de-France en lien avec les médecins généralistes et toujours pour une meilleure qualité de santé mentale. Le docteur Ludovic Samalin, bonjour. Bonjour. Psychiatre au CHU de Clermont. Vous travaillez depuis plusieurs années avec nos voisins catalans sur des applications sur smartphone et qui sont de véritables outils, on verra ça, pas des gadgets, mais de véritables outils qui se développent en termes de santé mentale. Et enfin, Catherine Cornibert, bonjour. Bonjour. Docteur en pharmacie et surtout créatrice de SPS, association de soins aux professionnels de santé, 24/7, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, une centaine de professionnels qui se relaient pour prendre en compte les souffrances d'autres professionnels de santé. Cette plateforme est un succès avec plus de 15 000 appels depuis sa création et une ouverture désormais, une extension, on en parlera aux policiers et aux étudiants. Et avant de commencer cette table ronde, allez, petite annonce quand même, puisqu'on a un plateau de choix, vous avez vu, autour de nous, et notamment 2 femmes qu'on va pouvoir applaudir parce qu'elles ont été hier récompensées du trophée de femme de santé de l'année. C'est Catherine Cornibert à mes côtés et Fanny Jacques en face de nous, 2 des 13 femmes récompensées en France qui sont avec nous ce matin. Donc applaudissements quand même parce que... Respect, bravo, félicitations pour tout ce qu'elles ont fait, pour ces carrières qui sont assez brillantes. Johanna Couvreur, je me tourne tout d'abord vers vous pour lancer ce débat. À l'Institut Montaigne, vous vous basez sur des chiffres. Donc on va essayer de sortir un maximum de chiffres objectifs aujourd'hui sur un petit état de la santé mentale. On l'ignore souvent en France et pourtant la santé mentale, ça concerne une partie extrêmement importante de la population, plus que ce qu'on imagine. Oui, c'est effectivement un sujet de santé publique majeur. La crise sanitaire a mis en valeur ce sujet, on s'en est tous rendu compte. Et les chiffres, effectivement, nous permettent d'objectiver un peu la situation. Ce sont 20% de la population qui sont concernés par des troubles psychiatriques. Ça fait quand même 12 millions de Français. Une personne sur 5. On est loin d'un phénomène anecdotique, avec un pic d'apparition chez les 15-25 ans. Donc là encore, quand les personnes présentent des troubles chroniques et sévères, l'impact sur la vie de ces personnes va être très prolongé. Et puis, une donnée aussi à prendre en compte, et en tout cas qui est importante pour nos décideurs, c'est que c'est le premier poste de dépenses de l'assurance maladie. 27 milliards d'euros selon le rapport charges et produits. Plus que le cancer, plus que la cardiologie, c'est la santé mentale, le premier poste de dépenses de la Sécu. Tout à fait. Tout à fait, avec 8 millions d'assurés concernés. Donc voilà, c'est une véritable problématique avec des défauts ou des failles dans la prise en charge qui expliquent aussi ces coûts importants. Ouais. Docteur Samalin, juste une petite précision. Du coup, lorsque l'on parle de santé mentale, finalement, on parle de quoi? On imagine tout de suite peut-être des pathologies qui sont plus médiatisées, des personnes bipolaires, des pathologies lourdes. C'est pas forcément ça, la santé mentale. C'est beaucoup plus large en termes de spectre. Oui, alors, parmi les pathologies qui ont des taux de prévalence les plus élevés, on peut quand même citer l'état dépressif. C'est 15% vie entière de la population générale, donc une personne sur 6. Et les prévalences, par exemple, annuelles sont autour de 7 à 8% par an de personnes qui seront touchées d'un état dépressif au cours de l'année 2021, 2022, etc.
Et puis à côté de ça, vous avez des pathologies, on va dire, avec des taux de prévalence beaucoup plus faibles, autour de 1%, comme la schizophrénie. Mais 1%, ça représente déjà quelque chose. Ouais. Les troubles des conduites alimentaires, vous avez les troubles bipolaires, vous l'avez cité, où on est entre 1 et 3% selon les études. Donc ça représente, ne serait-ce que pour le trouble bipolaire, environ 1 million de personnes en France. 1 million de personnes potentiellement Voilà. concernées par un trouble bipolaire. Et puis ça après, semble vous énorme. avez les troubles anxieux. Alors les troubles anxieux, ça va de la phobie simple qui touche une personne sur 3. Si je lance quelques migales dans la salle, on aura une réaction marquée par une phobie. Voilà. Mais ce n'est pas toujours très invalidant. Et puis après, vous avez des troubles anxieux qui sont beaucoup plus invalidants et qui peuvent nécessiter des prises en charge particulières. Je pense qu'il y aura quelques exemples justement sur l'intérêt de la téléconsultation pour des gens qui ont, par exemple, des phobies sociales, qui ne peuvent pas sortir de chez eux, qui sont en très grande difficulté. Et on peut avoir comme ça des interventions à distance qui vont faciliter la prise en charge pour ces patients. Mais en tout cas, un public concerné qui est très large et très important. Ouais, Johanna Couvreur, hein, vous nous rappeliez 20% de la population, effectivement, sur un spectre très très large. Il ne faut pas être caricatural lorsque l'on parle de santé mentale. Premier budget de la sécurité sociale, devant les autres pathologies, cancer, cardio. Et pourtant, vous nous disiez tout à l'heure, défaut de prise en charge. Alors c'est paradoxal, un énorme budget consacré et une prise en charge qui n'est pas performante à côté. Oui, alors on ne va pas peut-être rentrer dans tous les détails des difficultés que rencontre la psychiatrie, mais on en a beaucoup entendu parler. C'est une discipline qui est assez paupérisée depuis plusieurs années. Mais si je devais résumer un peu les grands enjeux, il y a déjà l'enjeu du repérage et du diagnostic. Ce sont des pathologies qui sont extrêmement stigmatisées. Il y a une tendance, les symptômes sont assez méconnus par la population. Il peut y avoir une tendance aussi à banaliser les symptômes, ce qui fait que le recours aux soins, très souvent, est tardif. Peut aller jusqu'à des hospitalisations, parfois sous contrainte. Donc il y a ce premier quand vous dites pas. Retour aux soins qui est tardif, c'est-à-dire que les patients finalement tardent à aller consulter et quand ils se présentent, c'est pas trop tard, mais disons que la crise est déjà aiguë. Dans certains cas, effectivement, les gens, pour des pathologies sévères, présentent des décompensations importantes et on a perdu un temps peut-être important où on aurait pu les accompagner dès les premiers symptômes. Ouais, pourquoi ? Parce que c'est stigmatisant, il faut aussi le dire, briser des tabous. Après tout, c'est le thème de cette table ronde. C'est stigmatisant encore en France d'aller voir un psy. C'est encore stigmatisant. Il ne faut aussi pas perdre de vue que les médecins généralistes sont en première ligne pour la prise en charge de ces troubles et ils sont aussi très démunis. Le temps de consultation est assez court. Les relais qu'ils peuvent avoir avec la psychiatrie sont compliqués à mettre en place. Les psychothérapies ne sont pas remboursées. Les CMP, donc, qui sont vraiment les portes d'entrée dans la psychiatrie publique, font face aussi à une explosion des demandes. Donc voilà, il y a une difficulté aussi de recours et d'accès aux soins. Ouais, une difficulté pour aller consulter, une difficulté de recours aux soins, mais également, et là aussi il faut le dire, une difficulté d'offre de soins sur les territoires, extrêmement variable selon qu'on habite Paris ou Albi. Tout à fait. Il y a une grande inégalité de la répartition territoriale de l'offre de soins, ce qui est assez paradoxal parce que la France est parmi les pays ayant le plus de psychiatres. On fait partie des 4e au sein de l'OCDE. Donc ça peut paraître un peu surprenant, mais malgré tout, la répartition des psychiatres est très inégale sur le territoire. Et effectivement, à Paris, il y a pas loin de 100 psychiatres pour 100 000 habitants. Et en Vendée, on tourne autour de 9. Et je pense qu'il y a des départements qui sont encore bien moins dotés. Il y a aussi une difficulté de formation de certains professionnels, et notamment il y a des psychothérapies qui sont recommandées par la littérature internationale et les recommandations de bonnes pratiques, mais il y a plein de professionnels qui ne sont pas forcément formés. Donc il y a une difficulté d'accès aux soins pour de nombreux Français. Oui, et puisqu'on parle de santé digitale dans cette université, difficulté d'accès aux soins physiques, mais difficulté d'accès également à l'information. Et ça, pour vous, c'est quelque chose qui est primordial à vos yeux. Pourquoi ? Quand on pense effectivement à cette difficulté de repérer les troubles, on se dit qu'il y a encore une marge de progression considérable sur tout ce qui va concerner la promotion de la santé mentale, l'information et la déstigmatisation. Et les pratiques, on a tous été concernés, hein, on se pose une question, on va taper sur Internet pour essayer de trouver une réponse. Et évidemment, là, on tombe sur des niveaux d'expertise qui sont assez variables. Et on en discutait encore il n'y a pas très longtemps.
L'idée, c'est vraiment de se dire qu'il faudrait qu'il y ait une porte d'entrée qui puisse au moins référencer des ressources qui soient de qualité pour que les personnes directement concernées, ou souvent les proches, puissent savoir à quelle porte taper en cas de difficulté. Ouais. Fanny Jacques, difficulté de trouver des professionnels parfois sur le territoire, difficulté de franchir la porte, d'ouvrir la porte d'un cabinet, d'aller dans une salle d'attente, d'être éventuellement regardé par d'autres patients, de se sentir observé par d'autres personnes qui attendent. Ça a aussi un poids psychologique sur les patients. Et ça a été le sens un petit peu de la fondation de Doctopsy, pouvoir proposer de la téléconsultation, pouvoir proposer une autre manière d'entrer en relation avec un psychiatre ou psychologue, avec un véritable changement, il faut le dire, de comportement pendant le Covid, pendant les confinements. Qu'est-ce que vous avez observé sur ces derniers mois qui sont bien particuliers ? Bien, finalement, il y a eu ces derniers mois un double phénomène, puisque à la fois il y a eu une augmentation réelle du besoin. On en a beaucoup entendu parler. Hein. Cette crise sanitaire, elle a vraiment produit des conséquences psychologiques sans précédent. Donc, on a eu une explosion de la demande pour prendre rendez-vous avec des psychiatres ou des psychologues, hein, que ce soit donc en cabinet ou en téléconsultation. Et puis, de ce fait, il y a eu quand même une certaine levée du tabou et de la stigmatisation. On a beaucoup entendu parler, beaucoup plus en tout cas, de la santé mentale. Olivier Véran en a parlé comme étant la troisième vague de la crise sanitaire, etc. Donc, on a commencé à entendre parler du terme. Et puis, à côté de ça, il y a eu cette modification assez durable des usages en matière de numérique, avec bien sûr le boom du télétravail et donc également le boom de la téléconsultation. Donc la combinaison de tout ça, eh bien, ça fait que ça a été bien sûr très favorable au développement de la téléconsultation en psychiatrie, puisqu'il y avait plus de demandes, il y avait plus de facilité d'acquisition de l'outil et en plus un petit peu moins peur de franchir la porte du cabinet virtuel d'un psy puisqu'on en entendait beaucoup parler. Vous avez des chiffres impressionnants chez Doctopsy, fois 15 sur l'année 2020 en téléconsultation. On voit l'énorme demande qu'il y a eu. Sur la première semaine ou l'une des premières semaines de confinement, vous avez même enregistré jusqu'à 26 000 téléconsultations en une semaine. C'est juste gigantesque. Est-ce que cette tendance observée en 2020 est une tendance durable et que vous observez également en 2021 ? Ou est-ce que le soufflet est retombé ? Alors, le soufflet est forcément un petit peu retombé, mais malgré tout, actuellement, par rapport à l'avant de la crise sanitaire, actuellement, les téléconsultations de santé mentale ont été multipliées par 4 en 2021 par rapport à 2019. Donc, je pense que là, c'est une tendance qui va se confirmer. Tout d'abord, je vous le disais, bien parce qu'il y a quand même eu une habituation à ces nouveaux outils numériques, et puis finalement, que ce soit les patients ou les praticiens, eh bien, ils y trouvent aussi leur compte de téléconsulter. Ça présente de nombreux avantages. Et puis, hélas, parce que cette crise sanitaire a produit des effets délétères sur la santé psychologique des Français. Et pour le coup, là, autant l'impact psychologique, je crains qu'il ne dure plusieurs années. Donc, à mon avis, cette demande en hausse de pouvoir consulter un psychiatre, on en a quand même pour quelques années. Hein. Ouais. Est-ce que le public qui demande une téléconsultation est différent du public que l'on va trouver dans un cabinet physique ? Alors, si je caricature, est-ce qu'on a un public plus jeune, plus urbain, plus digitalisé ? Alors, oui, forcément un petit peu, plus jeune, la génération 25-30 qui sont nés avec un smartphone dans les mains ou pas loin, pour eux, ça va être quand même quelque chose d'assez naturel, on va dire. Alors, urbain, digitalisé, hélas, il reste quand même, et ça va faire partie des barrières à la téléconsultation, une réelle fracture numérique. Les personnes
personnes qui sont dans certains coins de campagne et qui ne reçoivent pas Internet, hélas, ils vont pas, ou qui n'ont pas d'ordinateur, et hélas, ils ne pourront pas téléconsulter. Mais la chose surtout intéressante, je trouve, c'est que c'est peut-être sur le terme de la pathologie qu'on est aussi sur un profil un peu différent. Et ça, je trouve ça bien. Johanna, tu en parlais tout à l'heure. On fait peut-être en téléconsultation plus de prévention, justement parce que comme c'est plus facile de consulter en téléconsultation, on a un délai d'attente qui est réduit, en général 24-48 heures, versus plusieurs semaines en cabinet. On a moins peur. C'est plus facile finalement d'allumer son ordinateur et de consulter plutôt que d'aller attendre dans la salle d'attente d'un psychiatre. Donc du coup, on va y aller plutôt plus vite. Et ça, c'est vraiment intéressant. On va avoir des pathologies peut-être plus légères, des débuts d'épisodes dépressifs, des gens qui font des crises d'angoisse peut-être depuis quelques semaines et pas plusieurs années. Et donc ça, c'est génial. Je l'espère, ça va contribuer à améliorer la prévention, la prise en charge rapide et les diagnostics rapides également. Est-ce que pour le praticien, la téléconsultation change soit son lien avec le patient, soit la manière dont on va s'entretenir, faire les choses? Est-ce qu'on a plus de résultats, moins de résultats, plus efficace, moins efficace? Est-ce qu'on y passe plus de temps, moins de temps au contraire? Alors, il y a quand même une réelle éducation thérapeutique du praticien. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas réalisé, moi, en créant cette société de téléconsultation. Finalement, l'éducation, elle se fait un petit peu du côté du patient, mais beaucoup du côté du praticien. Les praticiens, ils ne sont pas encore... Il n'y en a que 25% selon les études qui sont assez enthousiastes vis-à-vis de ces formes de thérapie. Il y en a 50% qui sont un peu dans l'expectative et 25% qui, pour le coup, sont assez réfractaires. Donc, il faut vraiment les prendre par la main pour leur montrer les avantages de la téléconsultation. Et moi, je trouve qu'un des avantages, c'est qu'on va un peu droit au but, entre guillemets, puisque finalement, on est un peu déchargé de tout cet aspect administratif, la feuille de soins, l'ordonnance, remplir le dossier, etc. Parce que tout ça, c'est fait en dehors du cœur de la téléconsultation. Et donc, quand on voit le patient, on va aller directement à la psychothérapie. Un des autres avantages également, vraiment, moi, que j'y ai vu, que j'ai appris, c'est de pouvoir voir le patient à son domicile, donc chez lui, entouré de ses objets. Donc déjà, il est quand même plus détendu, il est rassuré, donc il va avoir tendance à plus se livrer plus facilement, finalement, puisqu'il est dans son élément naturel, on va dire. Il vous fait visiter parfois son appartement, où il a le chat sur les genoux, donc il est détendu. Voir chez le patient, c'est quand même aussi véritablement, ça nous aide en termes de symptomatologie. Et enfin, il est beaucoup plus facile de rencontrer l'entourage d'un patient. Et moi, j'aime beaucoup rencontrer la famille. Et c'est beaucoup plus facile de l'organiser en téléconsultation, ce rendez-vous, plutôt qu'en cabinet de ville où les agendas des uns et des autres font qu'on se fait des nœuds au cerveau pour se voir. Et il y a un aspect aussi, je sais, qui vous tient à cœur et qui est une vraie différence avec la téléconsultation. C'est la possibilité d'aller voir le praticien qui correspond véritablement à votre pathologie. Chaque psy a ses domaines sur lesquels il se sent plus à l'aise, sur ses domaines d'expertise. Et là, du coup, on a possibilité pour un patient de choisir quelque part un praticien qui va vraiment vous correspondre, c'est ça ? Oui, tout à fait. Vous avez entièrement raison. Ça, pour moi, c'est également une des richesses de la téléconsultation, puisque l'expertise d'un praticien va être en fait diffusée sur un plan national. Donc, le praticien qui est expert en anorexie de l'adolescente, il va pouvoir distribuer cette expertise à toute la France. Et quand on est une ado anorexique et qu'on habite à Limoges, c'est pas forcément évident de trouver un praticien qui correspond à ces symptomatologies. Et ça va participer également, on le voit dans les études, à l'errance diagnostique. C'est-à-dire que les patients, ils attendent des mois pour nous voir, et quand ils nous voient, on va leur dire « Oh, moi, désolé, les troubles du sommeil, mais j'y connais rien. Allez voir docteur Bidule ». Et là, c'est reparti pour des mois, et au final, le patient, il laisse tomber. Alors que là, et on est en train justement là de le développer, en plus, on a un véritable matching praticien-patient. Le patient va arriver, il va répondre à un questionnaire assez simple, et on va lui proposer
quelques praticiens qui correspondent exactement à la symptomatologie pour laquelle il est adressé. Avec une possibilité de remboursement de la part de la Sécu, même si ce n'est pas un praticien de sa région? Oui, exactement. Alors, ça a contribué également à cela, la crise sanitaire, à lever quelques barrières et quelques freins sur le remboursement de la téléconsultation. Avant, il fallait voir un psychiatre tout d'abord en présentiel avant d'avoir le droit d'être remboursé, et également un psychiatre de sa région, donc ce qui était un peu un non-sens, puisque justement la téléconsultation sert à moins attendre pour voir un psychiatre. Maintenant, ça n'est plus le cas. Si c'est un psychiatre, le patient recevra une feuille de soins pour être le moment, hélas, pas remboursé par la sécurité sociale. Toute dernière question, Fanny Jacques, on a vu les chiffres avec vous de progression de téléconsultation, en tout cas pour ceux qui relèvent de CARE. Il y a une véritable progression en France, mais lorsque l'on compare aux autres pays européens, franchement, on est complètement, j'ai même plus envie de dire à la traîne, mais à la ramasse, quoi. Eh bien oui, effectivement, on est quand même à la ramasse, hein, puisque nous, la téléconsultation, bon, dans son ensemble, hein, non, pas que de la santé mentale, on est à peu près à moins de 1% de la totalité des consultations, alors que certains pays, bon, comme la Suède, Danemark, pour ne citer que, tourneraient plutôt autour de 15%. Hein, donc, on a encore, et puis également des pouvoirs de santé publique, du gouvernement, de la sécurité sociale, pour justement assouplir encore ces règles de remboursement des actes de téléconsultation. Ouais, moins de 1% donc pour la France, contre 15% déjà dans les pays du Nord, Danemark, Suède, vous citez aussi les Pays-Bas. On voit la marge de progression que l'on a ici. Néanmoins, une tendance qui est à la hausse, qui est véritablement à la hausse, et cette tendance d'ailleurs à la hausse en téléconsultation, en appel à distance, se retrouve aussi dans la plateforme que vous avez co-créée, Catherine Cornibel. C'est une plateforme qui s'appelle SPS. Elle est au départ, cette plateforme, destinée au personnel soignant, et on va la découvrir tout de suite par ce spot de pub en images. Voilà, SPS, plateforme de soins destinée au tout départ aux professionnels de santé. On a vu avec une application, on va parler, on va expliquer la manière dont cette plateforme fonctionne. Pourquoi il fallait une plateforme spécifique aux professionnels? Parce que là aussi, il y a des tabous autour de la santé mentale, paradoxalement, chez les professionnels de santé. Oui, en fait, cette plateforme, c'est une initiative de l'association SPS, hein, qui est une association qui s'appelle Soins aux professionnels de la santé, qui a été créée en 2015. Et rapidement, on s'est rendu compte que les professionnels de la santé, en fait, avaient besoin d'un accompagnement psychologique. Quelques études ont été faites, même si elles étaient connues, qu'on a médiatisées, qui montraient que 50% des professionnels de la santé étaient confrontés à un burn-out. Et ça, c'était en 2015. 50%. 1 sur 2. Voilà. 50% ne savaient pas à qui s'adresser. Et 50% considéraient que ça avait un impact au point de mettre en danger la vie du patient. Donc, ce trio de 50% nous a en fait poussé au niveau de l'association à demander le besoin d'un professionnel de la santé pour essayer d'être ressourcé et d'être accompagné. Et très clairement, en 2015, c'était honteux, tabou de parler de la santé mentale. On l'a vu tout à l'heure, il y a des errances de diagnostic au niveau de la population générale, mais chez les professionnels de la santé, c'est pire. Il ne fallait pas en parler. C'était honteux, même tabou, voire abîmer l'image de la profession. Donc nous, ce qu'on a décidé, puisque l'impact est très fort au niveau de la qualité du soin, c'est justement d'offrir aux professionnels de la santé une plateforme nationale d'écoute avec les critères, je dirais, essentiels suivants. Anonyme et confidentiel, 24 heures sur 24, 100% de décroché, et la possibilité également d'avoir des psychologues
au bout du fil. Il ne se sentait pas malade, donc il ne voulait pas avoir ni de psychiatre, ni de médecin généraliste, ni d'assistante sociale, mais avoir des psychologues pour être écoutés sans être jugés. Et ça, c'est très important. Et surtout, d'avoir la possibilité de contacter une psychologue de leur choix via l'application, qui est également, voilà, c'est soit le 0805 23 23 36, soit la possibilité de choisir directement son psychologue. Vous nous donniez un petit peu les critères de succès de cette plateforme, notamment le fait d'être accessible 24 heures sur 24. Pourquoi 24 heures sur 24 ? Tout simplement, quand vous êtes professionnel de la santé, que vous travaillez toute la journée, et le plus souvent, c'est le soir qu'on décompense. Et souvent aussi, dans la journée, on trouve son entourage, on trouve un médecin du travail, on trouve un autre professionnel de santé vers qui aller. Et la nuit, vous êtes en détresse. Et quand vous réveillez à 3 heures du matin, en tout cas, c'est très important d'avoir quelqu'un à qui parler, de pouvoir décrocher son téléphone et de dire « je me sens pas bien, est-ce que vous pouvez m'aider ?» Et pour cause, puisque c'est 30% de nos appels la nuit. 30% d'appels la nuit, avec en plus parfois malheureusement des personnes dans un état de détresse extrême. Oui, en fait, quand on a ouvert notre plateforme, on a eu tout de suite beaucoup d'appels, 10 à 20 appels par jour en 2016. Ensuite, ça s'est un petit peu tassé et la crise du Covid nous a fait exploser de 3 appels par jour jusqu'à 150, 180. 150, 180 appels par jour, c'est considérable. Oui, ils étaient tous confrontés à la souffrance, pas forcément en burn-out. Ils étaient tous très anxieux et n'avaient aucune ressource. Donc ils étaient contents de parler à quelqu'un. Ils ne pouvaient pas parler à les membres de leur équipe. Donc ils nous disaient, ça nous permet de passer un cap. En moyenne, une demi-heure l'appel. C'est pas 10 minutes d'appel, une demi-heure l'appel. Les appels de nuit, c'est voire 1 heure et demie aussi. Donc, et là, en ce moment, on est à peu près à 20 appels par jour. Donc, comme disait Fanny, on continue quand même à avoir beaucoup plus d'appels qu'avant la crise sanitaire parce que déjà la plateforme est plus connue. Il y a beaucoup de souffrance, il y a toujours beaucoup de souffrance. Oui, beaucoup de souffrance, avec derrière de la tentative de suicide, des personnes qui peuvent être prêtes à passer à l'acte. Oui, parce qu'on a gradé nos appels de 0 à 5, 0 étant un appel, ce qu'on appelle administratif. Vous allez par exemple essayer de voir si la plateforme marche, et je vous encourage tous à l'essayer pour pouvoir la diffuser. Et un grade 5, c'est idée suicidaire imminente. Donc la personne appelle et est prête à sauter par la fenêtre, à se suicider. On a eu 20 appels de suicide imminent l'année dernière et là on en a déjà 10 cette année. Donc ça, c'est des appels extrêmement importants qu'on ne peut pas rater. Ça paraît beaucoup et pas beaucoup, mais c'est énorme quand on voit le dégât d'un suicide et l'impact d'un suicide au niveau de l'entourage et au niveau d'un service hospitalier. C'est vrai que c'est très important. Justement, on parle de ces nouveaux outils aujourd'hui de santé mentale. On a vu la téléconsultation, on voit cette plateforme qui est spécifique aussi pour les professionnels. En quoi finalement cette plateforme répond-elle à un autre besoin ? Pourquoi une personne qui est sur le point de se suicider et qui au dernier moment a envie d'appeler quelqu'un pour faire lancer un dernier SOS n'appelle pas le SAMU, après tout, qui devrait être le numéro classique, normal à appeler, et préfère aller appeler une plateforme spécialisée ? Au départ, elle ne sait pas forcément elle sait qu'elle va se suicider, mais par exemple, nous, on a 15% de nos appels de personnes qui sont en idée suicidaire sans jamais avoir prononcé le mot suicide. Donc ça, il faut le détecter, il faut le repérer grâce aux psychologues qui sont formés à l'écoute sur la plateforme, puisque ce sont des gens qui sont... c'est des psychologues civils, des psychologues cliniciens qui travaillent aussi en cabinet, en consultation. Ils prennent des vacations dans la journée d'écoute. Donc c'est leur métier d'essayer de détecter. Et pourquoi ils n'appellent pas le SAMU ? Parce qu'ils espèrent peut-être d'être sauvés au dernier moment, peut-être d'avoir une écoute, d'émettre un dernier souhait. De montrer aussi qu'ils souffrent. Donc ça, il faut... chaque cas est particulier. Et des fois, c'est trop tard. Donc, ils sautent sans avoir appelé, j'ai envie de dire, ou ils se suicident sans avoir appelé. Et là, c'est peut-être de parler à quelqu'un, de montrer leur souffrance et de dire comment il va faire, quoi. Donc, il y a tout un processus, effectivement, dans l'approche du suicide. Ouais. Ouais, dans les facteurs de succès de cette plateforme que vous nous disiez, alors, la possibilité d'appeler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et la seconde chose, vous avez un professionnel à l'autre bout du fil. C'est pas un bénévole, c'est pas quelqu'un qui vient y consacrer du temps de manière sur son temps de loisir. C'est un professionnel. En quoi ça apporte une différence ? On a eu énormément de bénévoles qui nous ont contactés pendant la crise sanitaire pour nous aider. Et ça, c'était très dur aussi à gérer parce que nous, on les a refusés
Pourquoi ? Parce qu'ils ont besoin d'être formés à l'écoute. C'est un métier, c'est différent. Contrairement à la téléconsultation, on ne voit pas la personne derrière, donc il faut lui poser un certain nombre de questions, il faut essayer de repérer, il faut essayer de pas diagnostiquer, parce que les psychologues ne sont pas là pour diagnostiquer, mais essayer de grader pour réorienter le plus possible ou donner le plus possible les bons conseils. Donc pour ça, il y a besoin d'une formation d'écoute, évidemment des psychologues, mais aussi d'avoir aussi les bons réflexes, les bons repères, et éventuellement la bonne réorientation, puisque l'idée de cette plateforme de 100 psychologues qui se relaient jour et nuit, c'est dans 80% des cas, l'écoute suffit, mais c'est de pouvoir réorienter vers un réseau spécialisé qui est partout en France et que nous avons sélectionné par l'association SPS, qui sont aussi des professionnels. 1 millier de personnes environ dans ce réseau ? Oui, il y a environ 1000 personnes. Ce sont tous des personnes psychologues, médecins ou psychiatres qui, alors cette fois-ci, consultent physiquement. Sauf pendant le premier confinement, c'était des téléconsultations, effectivement, mais là, c'est des consultations physiques. Et nous, on réoriente systématiquement vers ce réseau. Pourquoi ? Parce qu'on est dans l'écoute avec une plateforme, on n'est pas dans un diagnostic, et on ne sait pas s'il n'y a pas une pathologie sous-jacente derrière par rapport à cette souffrance. Donc ça veut dire que si j'appelle votre plateforme, j'ai déjà une écoute par un premier professionnel, et je vais avoir une réorientation quasi immédiate, oui. Enfin assez rapide, vers un professionnel physique derrière. Oui. Je ne passe plus par le circuit où j'ai besoin de prendre mon téléphone, chercher un psychologue et attendre 1 mois, 2 mois avant d'avoir un rendez-vous. C'est ça. En fait, on lui donne le choix d'aller vers un professionnel que nous, on a sélectionné. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas aller vers son médecin généraliste, son psychiatre ou son psychologue, mais on lui donne le choix aussi d'aller vers des professionnels que nous, on a sélectionnés comme étant formés au syndrome post-traumatique, au suicide, à l'accompagnement en fait, de troubles psychologiques. Ouais, c'est là que c'est intéressant de voir aussi ces nouveaux chemins justement qui nous amènent vers le praticien en santé mentale, à la fois celui que nous décrivait Fanny Jacques tout à l'heure par de la téléconsultation, avec ses spécificités et ses avantages aussi, et celui que vous nous décrivez qui amène à une écoute et qui peut amener très rapidement à une consultation physique en cabinet. Autre facteur de succès de cette plateforme aussi, bien spécifique, c'est que lorsque vous avez eu une écoute active que vous avez appréciée de la part d'un psychologue à l'autre bout du téléphone, vous avez la possibilité de le rappeler également derrière. Oui, via en fait l'application que je vous encourage tous à télécharger. Si c'est pas pour vous, c'est au moins pour l'entourage, les professionnels santé, étudiants santé. On a à disposition en fait les visages des psychologues. Il suffit juste d'appeler sur la touche verte. Et quand on appuie sur son profil, il y a ces disponibilités en fait, horaires dans la semaine qui permettent de le rappeler. Au-delà de 2, nous, on estime qu'il y a besoin d'un accompagnement et d'une consultation physique parce que voilà, il peut y avoir vraiment une pathologie qui peut être importante à déceler. Vous avez essayé de regarder la typologie de public qui venait vers vous ? Est-ce qu'il y a des marqueurs qui sont présents sur l'âge, la digitalisation, le lieu, plutôt la ville ou plutôt la campagne ? Oui, ce qui fait aussi la force de cette plateforme, c'est aussi un formidable observatoire par les instances publiques et aussi pour voir comment vont les professionnels de la santé. Bon, ils vont toujours pas très bien. Même si c'est anonyme, confidentiel, gratuit aussi, j'avais oublié de le dire, mais chaque psychologue fait un compte-rendu après chaque coup de fil. On sait que c'est 80% de femmes. C'est à peu près 15% d'infirmières, 15% d'aides-soignants, 10% de médecins, 10% du médico-social. Mais toutes les professions sont répertoriées. Quand on parle de professionnels de santé, ce n'est pas que les soignants, c'est les vétérinaires. Les vétérinaires ne sont pas considérés en France comme étant des professionnels de santé, pourtant ils souffrent, mais c'est les psychologues eux-mêmes qui souffrent. C'est des ergothérapeutes, c'est des étudiants en santé. Donc on a répertorié plus de 50 métiers de la santé qui nous appellent. C'est des ambulanciers, c'est des brancardiers, c'est des aides médicales, c'est des assistantes de crèche. Enfin, il y a beaucoup de métiers que nous, on accueille sur cette plateforme. Donc on connaît, il y a par exemple 30% la région Île-de-France qui est concernée. La région Occitanie, c'est à peu près entre 6 et 10%. Donc toutes les régions sont représentées, il n'y en a aucune qui est épargnée. Ouais. Alors on brise les tabous, on est dans un lieu où la parole est libre, ici sur Castres, dans cette université de la e-santé. Le ministère de la Santé avait mis un numéro aussi vert et gratuit à disposition des personnels de santé. Il semble avoir eu moins de succès que le vôtre. Pourquoi ? Alors,
On a proposé effectivement notre plateforme sur un plateau, je dirais, au ministère de la Santé, qui l'a refusé. Écoutez, voilà, ça fait partie des choses qui existent. Au bilan, ils sont revenus vers nous et on a fait effectivement le bilan. Nous, on avait 4000 appels, ils en avaient 400. Alors pourquoi ça ? C'est quand vous ouvrez une plateforme, en tout cas dédiée aux professionnels de la santé, si vous n'avez pas tous les critères réunis, c'est-à-dire l'anonymat, la confidentialité, la gratuité, le fait d'être ouvert 24 heures sur 24, 100% décrocher une application, vaut mieux pas ouvrir une plateforme parce que ça donne une image. Et la plateforme notamment du ministère n'était pas ouverte la nuit. Et c'est vrai que c'est compliqué quand vous êtes en souffrance et que vous avez au bout du fil une attente de 8 minutes, une messagerie, et que vous ne pouvez pas effectivement appeler la nuit, et ça c'est compliqué. Quand vous dites 100% décroché, c'est quoi ? C'est au bout de 3 sonneries, c'est ça ? Vous devez avoir décroché, sinon le patient ne suit pas. Exactement, quand vous n'êtes pas bien et que personne ne répond au téléphone, c'est pire que tout. Vaut mieux pas avoir de numéro de téléphone, c'est vrai, c'est compliqué. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui est au bout du fil. Quand vous êtes une plateforme nationale d'écoute, s'il n'y a personne pour vous écouter, c'est pire. Ouais. Alors le succès est tel aujourd'hui, je veux dire malheureusement, mais enfin, il est là, le succès de cette plateforme digitale est tel pour les professionnels de santé que vous êtes en train de l'étendre à d'autres populations. Alors oui, il était avant la crise Covid, la plateforme avait été reconnue, qui est une plateforme, la plateforme Proconsult, j'insiste, parce que ce sont des partenaires avec qui on travaille, qui sont des professionnels de l'écoute, a été effectivement repérée en termes d'audit parmi toutes les plateformes par le ministère de l'Intérieur, et c'est aussi les mêmes psychologues qui reçoivent les policiers en souffrance. Et pourquoi ils ont été intéressés ? C'est par rapport à la réorientation et aux consultations médicales qu'il y avait derrière. Donc ça, c'était en 2019, qui continue d'ailleurs, la plateforme continue à les accompagner au niveau des consultations, en tout cas des écoutes externes. Et puis, depuis le début de l'année, en fait, on a fait des tests. La plateforme déjà recevait pas mal de coups de fil d'étudiants en santé. Ces étudiants ont des copains qui s'appellent les étudiants tout court, et ils nous ont approchés, notamment des associations d'ingénieurs fin d'année 2020, en disant « mais votre plateforme, c'est exactement ce qu'on veut. Nous aussi, on souffre la nuit, on veut avoir cette écoute professionnelle. Est-ce que vous pourriez nous aider ?» Donc on a commencé à faire des tests au mois de décembre 2020 et tout de suite ça a beaucoup marché. Et là, sur les 3000 appels qu'on a depuis le début de l'année, on a la moitié d'étudiants qui nous appellent. Déjà 1500 étudiants qui vous appellent depuis le début de l'année. Qui nous ont appelés depuis le début de l'année, voilà. Donc c'est des étudiants qui sont aussi en grande souffrance, qui nous appellent aussi la nuit, parce qu'il y a la nuit, on est plus anxieux que la journée. Et ils sont contents de trouver quelqu'un qui les écoute sans jugement, encore une fois. Et je suppose que c'est plusieurs choses qui se mêlent. Ils sont contents de trouver, bien sûr, quelqu'un qui les écoute sans jugement, mais ils sont aussi contents de trouver peut-être un outil digital qui leur permet d'entrer en relation avec des psychologues sans avoir à faire ce que l'on disait tout à l'heure, prendre un rendez-vous, attendre plusieurs semaines, passer la porte du psychologue, attendre dans une salle d'attente et avoir un risque de stigmatisation. C'est vrai, par leurs copains, ils disaient moi, je ne vais pas voir un psy, entre guillemets, parce que c'est être considéré comme fou. On a fait pas mal d'enquêtes dans ce cadre-là, et d'ailleurs, on essaie de communiquer sur Instagram avec eux sur ce sujet, puisqu'on a créé un site internet qui s'appelle Soins aux étudiants, dans lequel il y a ce même numéro vert. Le fait d'appeler une plateforme, effectivement, c'est pas être jugé par leurs copains. Et ils peuvent quand même bénéficier du professionnalisme d'un psy, comme ils disent, sans être reconnus comme étant fous. Et c'est incroyable cette image qu'on a, alors que qu'est-ce qu'on peut vraiment, j'ai envie de dire, même sauver des vies, parce que la santé psychique, ça a un tel impact aussi sur la santé physique, sociale, dont on parlait hier. Voilà, donc c'est très très important pour eux de trouver un accompagnement psy, comme ils disent, sans être jugé, sans être stigmatisé et sans être jugé par leur ami. Ouais. Ludovic Samalin, pour vous qui êtes praticien hospitalier au CHU de Clermont-Ferrand, lorsque vous entendez les chiffres, je suis quand même surpris par l'importance des chiffres, à la fois ceux que nous donnait Fanny Jacques tout à l'heure, ceux que l'on entend avec cette plateforme, que ce soit pour les professionnels de santé ou les étudiants. Quelle est votre réaction ? On va dire que je suis pas surpris par ces chiffres-là. Je crois que les outils, les plateformes digitales et d'une manière plus globale les outils connectés ont vraiment une plus-value en tant que facilitateur dans l'entrée du parcours de soins des patients. Et à ce titre-là, je pense qu'il y a une utilité vraiment extrêmement intéressante.
Après, leur intégration plus globalement dans la pratique des soins courants, là, il y a d'autres enjeux et d'autres problématiques qui se posent. Il y a un mot que je retiens aussi de ce que disait Catherine Cornibert, qui est le mot de gradation. C'est-à-dire qu'une personne, on ne va pas dire un patient, mais une personne a besoin aussi de s'évaluer finalement avant d'aller voir un praticien, ou même lorsqu'elle sait qu'elle a une pathologie mentale. Ce besoin de gradation semble assez important en matière de santé mentale. Un peu comme dans toutes les pathologies, ça permet l'orientation vers la prise en charge. Donc, si on est face à quelqu'un, pour prendre un exemple sur la dépression, si on souffre d'une dépression légère, c'est pas tout à fait la même chose que si on a un état dépressif sévère avec idéation suicidaire, où là, on rentre dans une situation d'urgence et il faut une intervention, il faut même parfois un passage aux urgences pour mettre en œuvre une hospitalisation. Donc, on est vraiment sur des gradations, pour reprendre votre terme, en tout cas, qui vont amener des prises en charge différentes. Voilà. On a beaucoup parlé de téléconsultation, de consultation au téléphone, d'ailleurs du lien entre le digital et le physique derrière qui est assez important. C'est pas que ça, la santé mentale. Et vous travaillez notamment avec nos voisins catalans depuis plusieurs années sur des applications destinées à la santé mentale. Quel type d'application ? Ils vont être contents déjà que vous les appelez nos amis catalans, parce qu'ils concluent tous leurs papiers de publication par Catalunya Spain. C'est un point de précision qu'ils aiment souligner. Donc oui, c'est une histoire qui a débuté il y a 5-6 ans avec l'équipe de Barcelone du professeur Vieta, qui est un professionnel et un chercheur reconnu dans le domaine des troubles de l'humeur, on peut dire mondialement. Et avec l'idée donc de développer un outil, une application qui permettrait de faciliter les approches psychoéducatives chez les patients souffrant de troubles de l'humeur, notamment les troubles bipolaires. C'était le premier objectif. Il y a un deuxième objectif qui s'est associé à ce développement, qui est favoriser l'auto-évaluation des patients pour mieux reconnaître les symptômes qui peuvent être annonciateurs d'une rechute, par exemple. Donc, cette application s'est petit à petit développée. Alors je ne sais pas si vous aviez le... On va pouvoir la voir en image, ouais. En même temps que vous parlez. Elle fonctionne de quelle manière très concrètement ? Donc très concrètement, en fait, l'idée c'est à travers des questions simples, quotidiennes, mais le patient a la liberté de les utiliser ou pas, de pouvoir donner son niveau d'énergie, son humeur, son niveau d'irritabilité, son nombre d'heures de sommeil, son niveau d'observance éventuellement. Et donc ça prend une trentaine de secondes à remplir. Et puis ça va permettre à travers un algorithme de déclencher en fait une courbe de l'humeur qui va varier. Et en fait, la courbe de l'humeur, le patient va pouvoir voir si le ressenti, la perception qu'il a de son état correspond à ce que lui dit la machine, en quelque sorte, c'est-à-dire la courbe de l'humeur. On va la voir en image, la courbe de l'humeur. Voilà. Et donc, on va voir. Voilà, petit bug, on va vous mettre la courbe de l'humeur en image. Ouais. Et donc ça, c'est facilitant. Alors souvent, les symptômes dépressifs sont plus facilement perçus, mais dans le trouble bipolaire, on a aussi des phases d'exaltation de l'humeur, qui sont vraiment des épisodes en miroir des états dépressifs. Et là, les patients, ça leur permet de se rendre compte que là, en fait, ils sont en train de monter un petit peu, leur sommeil diminue, leur énergie augmente, etc. Et ils me disent, ah bah tiens, là, effectivement, j'avais pas identifié, j'ai dû faire un petit peu plus attention à mon rythme du quotidien. Je me suis couché à des heures plus régulières. J'ai fait un petit peu plus attention à mes activités. J'ai fait attention à ne pas prendre de substances, à limiter mes consommations d'alcool et autres. Et ça a permis de temporiser, de restabiliser les choses. Donc ça, c'est le premier objectif. Et deuxième objectif, sur cet état clinique, nous avons des messages psychoéducatifs qui sont adressés quotidiennement aux patients. Et donc, ces messages psychoéducatifs, ils sont aussi adaptés à l'état clinique du patient, donc personnalisés. Et donc, évidemment, si le patient est dans une phase dépressive, on ne va pas lui envoyer des messages de psychoéducation sur l'état maniaque ou sur les problèmes d'alcool. Donc, on essaye d'ajuster au mieux ces messages. Et ces messages sont basés sur ce qui se fait déjà sur les groupes en présentiel de psychoéducation. Et donc, il y a plus de 500 messages de psychoéducation. Donc, on estime qu'après 3-4 mois d'utilisation, les patients ont reçu, on va dire, les messages clés
qui leur permettent d'améliorer la connaissance de leurs troubles, comment être mieux acteurs dans la gestion de leurs symptômes, etc. Et je me permets d'inciter, cette gradation, en tout cas cette évaluation de son état moral en fait, d'une personne, par exemple, qui va avoir des troubles bipolaires, vous le disiez, en phase d'exaltation, c'est important parce qu'en phase d'exaltation, le patient peut se sentir au contraire exalté bien, et le corollaire, c'est qu'il peut arrêter son traitement, et du coup, là, on va avoir des répercussions sur sa santé qui sont importantes. Voilà, donc l'enjeu, une fois que le diagnostic est posé, puisque c'est la première étape, évidemment, mais c'est d'arriver à faire en sorte que chaque patient puisse prendre conscience des enjeux qui sont liés à ce qu'il faut pouvoir mettre en œuvre pour maintenir une rémission, une stabilité la plus durable possible. Donc c'est les enjeux par rapport au traitement, mais c'est aussi les enjeux par rapport à ces phases où, à un moment donné, on est exalté, on a l'impression qu'on n'a plus besoin du traitement, etc. Ce travail qui est fait en amont permet justement d'anticiper cela et de se rappeler que oui, en fait, c'est une phase d'exaltation, donc il faut que je fasse attention, il faut que je maintienne mon traitement, etc. Enfin bon, c'est les grands principes de la psychoéducation. Ouais, je me retourne vers Fanny Jacques à Paris. Votre sentiment lorsque vous voyez cette application, pour vous qui aviez déjà créé un outil d'évaluation il y a quelques années? Moi, écoutez, je suis très contente. Je pense qu'il y a hélas de la place pour tout le monde. On a vu quand même une énorme émergence de ce qu'on appelle aujourd'hui la psytech. Il y a eu beaucoup de choses, d'applications digitales qui se font sur la santé mentale. Et moi, ça me paraît vraiment nécessaire. Alors, sur l'application que j'ai créée il y a quelques années qui s'appelle Mon Sherpa, et je pense que c'est le cas pour d'autres, c'est vrai qu'encore une fois, c'est l'éducation des praticiens qui peut-être est un peu compliquée. Ils ont peur d'être remplacés finalement par ces outils numériques, alors que pour moi, on est vraiment dans ce qu'on appelle une relation thérapeutique augmentée. Ça ne va pas les remplacer, au contraire, ça va augmenter leur efficacité. Les questionnaires d'auto-évaluation du patient vont permettre de gagner du temps. La récolte de données entre deux rendez-vous via l'application, ça va leur permettre de suivre un peu leur patient en temps réel et de savoir ce qui s'est passé entre deux rendez-vous également. Donc, je pense que vraiment pour le praticien, c'est important de le prendre de cette façon-là. Une relation thérapeutique augmentée, un peu comme l'ANEC quand il a sorti le stéthoscope. Tout le monde était très très inquiet à l'idée de plus coller l'oreille sur le thorax de son patient. Et puis finalement, le stéthoscope, ça a quand même démontré son efficacité. Ça permet de voir et d'entendre des choses qu'on n'aurait pas vues autrement. Et bien là, c'est pareil, les outils numériques qui permettent de voir des choses qu'on n'aurait pas pu voir autrement. Alors justement, puisque vous parlez de psytech, puisque vous parlez d'outils numériques et de Mon Sherpa que vous aviez créé, moi je vous propose de découvrir à quoi ressemble ce type d'application, notamment Mon Sherpa, tout de suite en vidéo. Il nous arrive parfois d'envisager une nouvelle journée comme une montagne impossible à gravir. Si seulement nous pouvions surpasser ces moments compliqués grâce à la présence d'un guide à nos côtés. Toujours disponible. Capable de nous apporter des solutions concrètes pour nous apprendre à mieux gérer nos pensées et nos émotions. Capable, au bon moment, de nous aider à nous calmer en utilisant des techniques de thérapie comportementale et cognitive reconnues, afin de nous permettre de cheminer plus sereinement dans la vie. De lâcher prise, quels que soient nos besoins, notre âge, notre rythme de vie. Créé par des psychiatres et des psychologues, ce guide existe enfin. Il s'appelle Mon Sherpa. C'est un nouveau petit robot intelligent, programmé pour entraîner notre mental à être plus fort, plus équilibré. Prêt à apaiser votre quotidien? Laissez-vous guider par Mon Sherpa. Voilà à quoi ressemble très concrètement ce style d'application. Ludovic Samalin, vous,
ce sont des applications pour vous qui relèvent du bien-être, du plus, ou ce sont vraiment des applications médicales à vos yeux ? Alors, il y a une définition assez précise qui a été proposée notamment par la NSM, donc dispositif médical connecté. Et donc, pour cela, il faut répondre à un certain nombre de critères. Et un des premiers, ça va être le travail de la validation scientifique. Donc, pour arriver à être considéré comme un DM, même si c'est un DM connecté, il va falloir faire un peu le même travail que ce qu'on fait pour un médicament. Et donc, ça veut dire lancer une étude clinique, donc trouver un financement, lancer une étude clinique soit de supériorité, soit de non-infériorité, pouvoir démontrer à la fois l'efficacité de la solution, mais également son innocuité, sa safety. Il y a par exemple des études qui ont été faites par nos collègues danois qui ont montré qu'ils ont eu une étude en fait qui a montré que l'utilisation de l'outil aggravait les ruminations anxieuses et les idéations suicidaires. Donc ça veut dire que quelque chose qui paraît comme ça intuitivement très positif nécessite quand même d'être étudié. Et donc le problème, et on en discutait en aparté, une des principales problématiques que nous on a, c'est que quand on travaille avec les équipes de développement sur nos outils, on leur dit nous pour faire une étude, il nous faut entre 3 et 5 ans. Ce qui est une éternité dans le monde d'aujourd'hui. Ils nous disent, nous, au bout de 2 ans, c'est l'infini. Donc, comment on va faire pour travailler ensemble ? Mais néanmoins, je pense que si les développements vont très vite, je pense qu'on est plutôt sur un marathon, moi, et que c'est justement ceux qui auront fait toutes ces validations scientifiques depuis le début qui, à la fin, seront les grands vainqueurs de l'avancée technologique parce qu'on nous demandera ça. Je pense que ça sera inévitable. Alors l'Allemagne rembourse déjà de ce type d'application accéder comme dispositif médical. Joanna Couvreur. Oui, et l'Allemagne le rembourse déjà. Ils ont fait ce qu'ils appellent un Digital Act, mais il faut que les applications répondent effectivement à certains critères de sécurité des données, de user-friendliness, comme ils disent, donc vraiment d'usage agréable pour le patient. Et effectivement, il faut aussi des données d'impact. Donc cette problématique-là de l'efficacité des outils est un peu incontournable. Ouais. Ludovic Saint-Malin, vous disiez que le monde de la psychiatrie ou de la psychologie était en train petit à petit, on l'a vu dans les chiffres qui nous sont donnés, d'accepter la téléconsultation, même si c'est encore très progressif. Et Fanny Jacques nous a rappelé la marge de progression qu'on a par rapport aux pays du Nord. Et vous nous dites que les psychiatres, en revanche, n'ont pas encore accepté les outils digitaux type ces applications qui pourtant sont utiles pour les patients. Qu'est-ce qui bloque ? Alors il y a un sujet central à l'heure actuelle et qui fait l'objet d'études. On a participé notamment à un travail européen. C'est la question de l'implémentation. C'est comment améliorer l'existant et l'intégrer dans la pratique clinique. Donc il existe des solutions. Des TCC, des ITCC, des applications. On a un existant qui est déjà assez présent. La réflexion, c'est comment l'intégrer dans la pratique clinique des psychiatres hospitaliers, mais aussi des libéraux, etc. La problématique, en fait, elle est, je pense, pas forcément liée aux patients, mais vraiment liée aux professionnels. La vision du professionnel, c'est j'ai un outil qu'il faut que je maîtrise. Déjà, il faut qu'ils le connaissent. Ils ne connaissent pas l'existant de ce qui est disponible. Il faut que je le maîtrise. Et souvent, c'est perçu comme quelque chose qui fait perdre du temps. Et c'est vrai que des fois, c'est le cas. C'est-à-dire qu'il faut avoir conscience qu'un psychiatre de ville qui consulte, c'est un patient toutes les 20-30 minutes. Donc si, pour vous donner un exemple, pour se connecter sur une plateforme qui est hébergeant de données de santé, il faut une double identification. Donc à chaque fois, il se connecte. Il reçoit son deuxième mot de passe pour se connecter, etc. Il arrive sur la plateforme. Là, il faut qu'il check l'ensemble des données du patient qui s'est écoulé depuis 1 mois, etc. C'est super intéressant, mais ça va rajouter du temps à la consultation. Donc, il y a une réticence des professionnels par rapport à ça. Donc, il faut à la fois faire de l'éducation auprès des professionnels pour leur montrer les bénéfices qu'il peut y avoir pour leurs patients. Mais il faut aussi peut-être encore réfléchir pour
améliorer les solutions pour qu'elles soient beaucoup plus facilitantes et intégrées dans la pratique. Et puis après, il y a encore un autre niveau, c'est qu'il y a des développements à l'heure actuelle qui changent complètement nos pratiques. C'est-à-dire la téléconsultation, ça ne change pas nos pratiques, ça vient en support. C'est-à-dire on passe du présentiel au distanciel, mais on reste sur la même modalité, on fait une consultation, etc. Maintenant, il y a des pratiques complètement qui changent complètement les choses. Donc, faire de la ITCC, par exemple, ça change complètement les choses. Donc, ça, c'est beaucoup plus compliqué encore à mettre en œuvre et ça nécessite des ajustements dans les centres hospitaliers, dans les cliniques, etc. etc. Donc, beaucoup de travail. On voit depuis le début de cette table ronde de la téléconsultation, des applications en cas de détresse ou de souffrance, des outils digitaux qui sont en train de naître, mais qui ne sont pas encore totalement prouvés, en tout cas dans leur efficacité en France, ni remboursés, même s'ils le sont dans d'autres pays. La santé mentale aussi, c'est mettre du lien entre les différents professionnels. Johanna Couvreur, un mot quand même sur cette expérience que vous allez mener dans les Yvelines, avec la région Île-de-France, qui est inspirée de ce que vous avez vu notamment aux États-Unis et en appui à des médecins généralistes qui peuvent déceler un trouble mental chez un de leurs patients, mais qui sont démunis et ne savent pas comment le prendre en charge. Tout à fait. Cette expérimentation s'appuie sur une année d'études aux États-Unis d'Angèle Malatre-Lansac à la Harvard Medical School. Et elle s'intéressait vraiment à cette question de l'entrée dans le parcours de soins. Et elle est revenue avec ce dispositif de soins collaboratifs qui s'intéresse plus spécifiquement aux troubles les plus fréquents, qui représentent le gros, on va dire, des troubles psychiatriques, et qui sont, pour lesquels les médecins généralistes sont en première ligne. Et dans les faits, très démunis, je le rappelle, ils ont 10 à 15 minutes de temps de consultation. Ils ne peuvent pas être spécialistes de tous les sujets. Les psychologues ne sont pas remboursés, des difficultés de lien avec la psychiatrie, etc. Donc, comment faire pour que ces médecins puissent mieux prendre en charge ces troubles et réguler un peu la filière psychiatrique, de sorte aussi que les psychiatres et les CMP puissent se concentrer sur des troubles plus sévères. On a souvent parlé de la formation, mais ce qui paraît compliqué parce que les médecins généralistes n'ont pas forcément de temps à consacrer à la formation. Et là, l'idée, c'est de les augmenter, comme disait Fanny à l'instant, et c'est de mettre quelqu'un à leur côté, qui, en l'occurrence, a un profil d'infirmier, de telle sorte que le médecin fait le travail de dépistage, assume et est responsable de la prise en charge, mais l'intensité des soins va être assurée par cet infirmier qui est à ses côtés. Et cet infirmier agit en interaction et en supervision avec un psychiatre à distance, parce qu'évidemment, on peut poser un diagnostic de troubles dépressifs, par exemple, ou de troubles anxieux, et puis se rendre compte qu'au décours des consultations, que la problématique est peut-être un peu plus complexe et que le diagnostic doit être révisé ou que les stratégies thérapeutiques doivent être adaptées. Donc, ce projet vise vraiment à essayer de doter la médecine de premier recours, de nouveaux outils pour mieux prendre en charge les troubles psychiatriques les plus fréquents, troubles dépressifs et troubles anxieux. Avec un gros effort donc, sur la mise en lien, en tout cas, ou l'entourage du médecin généraliste. Tout à fait, vraiment. Et avec cette idée aussi d'une prise en charge globale, c'est-à-dire que l'infirmier, et dans le projet que l'on mène, on est plutôt parti sur des infirmiers qui ont une expérience en psychiatrie et qui sont donc très à l'aise dans l'examen clinique des patients. Mais il y a vraiment cette idée de prise en charge globale d'un patient. Vous recevez un patient qui, certes, a un trouble dépressif, mais qui, par ailleurs, est aux prises avec des problématiques de logement. Si vous n'intervenez pas sur les problématiques de logement, possiblement que vous arriverez à une certaine limite dans la prise en charge. Et donc, l'infirmier sera aussi en charge d'instaurer des relations avec les acteurs sociaux ou médico-sociaux si besoin est. Et puis, il y a un outil, parce qu'on est quand même à l'université de la e-santé, ce modèle porté qui est né aux États-Unis, mais qui a été déployé dans plein de pays, dans les Pays-Bas, en Australie, en Espagne, s'appuie quand même sur un outil de partage d'informations et qui va permettre à l'infirmier et au psychiatre de suivre au mieux leur fil actif de patients, d'identifier assez rapidement les patients pour lesquels une attention doit être apportée plus précisément. L'expérience a commencé quand ? Elle est en cours.
elle est en cours. Bon, on va attendre les résultats alors avec impatience. On approche de la fin de cette table ronde. Je voulais vous poser finalement une question assez générique puisque c'est le thème de notre université de la e-santé cette année. Est-ce que la e-santé est déconfinée totalement? Quel est votre sentiment en 2 mots, en 2 phrases? Je vais peut-être commencer par Fanny Jacques. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce qu'on est vraiment arrivé au déconfinement de la e-santé ou est-ce qu'on en est loin encore? Pardon, ça a dû faire un petit peu de bruit, excusez-moi. Alors, non, on n'est pas encore complètement. On pourrait faire mieux comme l'indiquent les statistiques. Mais écoutez, j'ai envie de dire qu'il faut bien quand même commencer par quelque part. Et que donc, ça m'a l'air d'avoir démarré. C'est en cours de déconfinement, on va dire. Il y a encore un petit peu de travail, mais je suis plutôt contente. Catherine Cornibert, déconfinée, la e-santé mentale? Non, et je pense qu'on ne reviendra jamais comme avant. Donc, je pense que c'est un mal nécessaire et que la psychiatrie, la psychologie, la santé mentale poussent à rester un petit peu encore confinés. C'est une discipline qui va nécessiter d'être encore confinée parce qu'il y a quand même des avantages. Et je pense que c'est une très, très bonne complémentarité. Ça ne remplace pas, mais je pense que c'est nécessaire. Johanna Couvreur, pour vous qui nous rappeliez les chiffres en départ, 20% de la population, le premier budget de la sécurité sociale et pourtant une prise en charge qui est largement défaillante en France. Est-ce que ça déconfine ? Alors, en tout cas, il y a une vitalité, très clairement, dans le secteur, beaucoup d'espoir. On n'en a pas parlé aujourd'hui, mais il y a aussi la partie recherche plus fondamentale où on peut imaginer, en tout cas, c'est le vœu que je fais, mais que l'intelligence artificielle pourra permettre peut-être de mieux catégoriser ces maladies et de personnaliser les traitements. Mais il y a une vitalité, très clairement. Et ce qui est intéressant, c'est de noter que l'assurance maladie, qui vient de faire paraître en juillet son rapport charges et produits, parmi les recommandations qu'elle fait sur la santé mentale, elle cite les applications. C'est-à-dire qu'il y a une attention qui est portée de la part de l'assurance maladie sur ce qui pourra aider dans la pratique à améliorer les prises en charge, peut-être améliorer aussi les prescriptions. Donc voilà. Après, il faut que ce soit traduit dans les faits. En France, on a encore beaucoup de chemin à faire. Effectivement, en Allemagne, il y a ce Digital Act qui permet très concrètement, si vous avez une solution qui remplit tous les critères, elle rentre dans un circuit de financement. En France, ça n'est pas encore le cas. Donc, c'est ce que disait Ludovic à l'instant sur ce décalage entre les cliniciens et le temps de la recherche clinique et le temps des startups. Voilà, s'il n'y a pas de perspective d'encadrement, on va dire juridique ou de cadre de remboursement, le modèle économique va être difficile à trouver. Donc, il y a encore du chemin à faire, mais c'est prometteur. Ludovic Samalin, on déconfine pas, on déconfine à moitié, un tout petit peu. Alors, c'est un peu comme quand on veut arrêter de fumer. On se dit que ça serait bien de le faire, mais on l'a pas encore fait. Vous voyez, donc là, c'est un peu pareil. On se dit que ça serait bien de faire de la e-santé pour la psychiatrie et donc de la e-santé mentale. Il y a une volonté, il y a en tout cas des budgets et des projets de recherche fléchés qui commencent à pouvoir se financer. Il y a, je pense, un problème de coordination. C'est-à-dire qu'il faut quand même... Il y a beaucoup de projets en parallèle qui ont tendance à avoir des actions ou des profils d'application qui peuvent être proches les uns des autres. Donc, ça vaudrait le coup d'arriver à mieux coordonner les choses pour mutualiser les forces et les moyens, premièrement. Et puis après, il y a un travail à faire auprès des professionnels, je pense, très clairement, puisqu'on est un petit peu encore à se dire la psychiatrie, c'est une spécialité un peu particulière. Il y a quand même une relation particulière avec les patients, etc. Donc, je ne dis pas qu'on est dans l'autostigmatisation, mais en tout cas, c'est un frein important au développement de la e-santé mentale à l'heure actuelle en France. Et on voit qu'il y a des pays qui sont vraiment décomplexés, déconfinés, l'Australie, on a cité la Suède, le Danemark, etc. Donc, je pense qu'on a eu une belle marge de progression. Voilà. Très belle marge de progression, ça c'est certain pour la France. Merci à tous les 4 d'avoir été des nôtres ce matin. Il nous reste 5-6 minutes avant la fin de cette table ronde. Je vous propose, comme à chaque fois, écoutez, de prendre la parole et de poser toutes nos questions. On a parlé de beaucoup de choses, entre téléconsultation, plateformes spécialisées, applications, outils digitaux et mise en lien des médecins généralistes et des professionnels. Il y a pas mal de choses qui sont passées pendant cette heure. Alors allez-y, la parole est à vous.
Madame vous apporte un micro tout de suite. Je vous demanderai simplement de vous présenter et puis de poser des questions courtes. Comme ça, on aura des réponses courtes en face de nous. Le micro pourra bien circuler. On vous écoute. Bonjour à tous les quatre. Merci. Donc, je suis Aurore Gérinier. Je suis vice-présidente de Etifarm Digital Therapy. Donc, nous avons une thérapie numérique dans la dépression qui s'appelle Deprexis et qui va bientôt être commercialisée en France. Moi, ma question, elle concerne justement l'accès aux médecins. Vous l'avez très bien rappelé dans justement la problématique d'éduquer, je ne sais pas si c'est le bon terme, en tout cas d'éduquer les psychiatres à toutes ces nouvelles technologies. Mais qu'en est-il du médecin généraliste? Parce qu'on sait, et vous l'avez bien redit, que c'est quand même les médecins généralistes qui sont en première ligne de tous ces patients qui ont besoin de prise en charge. Et donc concrètement, parce qu'ils sont nombreux en France, concrètement, comment vous voyez les choses pour faire accepter ces nouvelles thérapies numériques auprès des médecins généralistes? Ludovic Samalin, peut-être en premier, pour vous qui êtes praticien hospitalier, donc qui voyez les choses en deuxième ligne. Oui, c'est un sujet dont on a discuté, c'est des discussions interminables, donc on n'aura pas le temps sur une réponse courte. Mais non, mais parce qu'il y a une vraie réflexion sur le parcours de soins, et donc les médecins traitants sont en première ligne. Est-ce qu'il faut qu'ils aient un arsenal d'outils numériques, etc., ou est-ce qu'il faut tout de suite améliorer l'orientation vers un professionnel de santé qui soit spécialisé, parce qu'on a beaucoup de médecins traitants quand même qui sont par défaut des psychiatres parce qu'il y a ce problème d'orientation. Et le deuxième point, c'est les médecins traitants revendiquent le manque de temps qu'ils ont. Donc, à chaque fois qu'on leur propose une solution connectée, ils vont me dire « Ah non, mais c'est encore un truc de plus, il faut que je me forme, je ne vais pas y arriver, etc. » Donc, peut-être que là, sur l'aspect interopérabilité, qui est un grand sujet, c'est un peu le fil rouge chaque année, mais en tout cas, un système de briques qui permettrait de tout regrouper sur une même plateforme, ou quelque chose qui permettrait de simplifier l'utilisation par le professionnel en se disant, ben voilà, j'ai un abonnement à telle plateforme, ça me donne accès à Netflix, Canal, etc. Ben là, à Deprexis, à tel outil, je sais les utiliser et c'est parti. Donc peut-être je verrais une réflexion de cet ordre-là, en tout cas, de simplifier, plutôt que d'imaginer sur le même format que ce qui se passe dans l'industrie pharma, c'est-à-dire des visiteurs qui vont aller voir pour chacun de leurs produits et dire bah, mon produit est meilleur que le vôtre, etc. Enfin, on va retomber sur quelque chose qu'on connaît et qui est assez complexe, qui nécessite beaucoup de moyens. Changer les choses, et puis oui. C'est plus facile aujourd'hui de dégainer la boîte d'antidépresseurs au bout d'un quart d'heure. Johanna Couvreur. Oui, il y a des expériences à l'étranger. Je rejoins assez ce que dit Ludovic. C'est vrai que les médecins généralistes dans la pratique ont tellement peu de temps que les toucher eux directement me paraît un chemin compliqué. La dépression, par ailleurs, c'est une pathologie qui est très hétérogène. Donc, c'est aussi de savoir comment votre solution se positionne, si elle se positionne pour des symptômes plutôt légers à modérés ou plutôt sur des symptômes chroniques. La question de... C'est sur la réponse au traitement, non? Ah oui, thérapie cognitive-comportementale. D'accord. Donc la question d'à qui effectivement ça s'adresse, est-ce que c'est médecins généralistes ou relais derrière, reste un peu plus reste à définir. Mais il y a un exemple très intéressant au Royaume-Uni. La NHS a créé une plateforme sur laquelle les outils sont répertoriés. Donc avec une méthodologie sans doute spécifique, mais ça veut dire qu'il y a cette plateforme qui pourrait être... Alors, ça ne répond pas complètement à la question de l'interopérabilité des outils, mais en tout cas, il y a cette volonté d'avoir un lieu unique où on sait où piocher l'information, que l'on soit, je veux dire, grand public, citoyen, lambda, quand on a besoin quand on recherche une information, ou que l'on soit professionnel de santé. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas encore. L'espace numérique de santé est supposé naître très prochainement. Laura Le Tourneau l'a rappelé hier. Il y a cette volonté de pouvoir identifier ou répertorier les outils sur cette plateforme. Voilà. Fanny Jacques, pour vous qui avez développé justement une application, quelle serait une bonne manière d'aller toucher des médecins généralistes, d'aller toucher la première ligne avec de nouveaux outils numériques? Alors nous, ce
ce qu'on essaye de faire auprès des généralistes, parce que comme vous le disiez, effectivement, il y a évidemment cette problématique de manque de temps. Hein, donc, dans un premier temps, ils vont dire « Oh là là là, non, m'en rajoute pas ». Bon, finalement, encore une fois, ça fait partie de l'éducation, mais ça prend du temps. On essaie de leur montrer, par exemple, qu'au final, ils vont gagner du temps, que ce soit les généralistes ou les psychiatres, de ce qu'ils semaine, que ce soit leur temps de sommeil et la qualité du sommeil, l'humeur, les émotions, la tristesse, etc. Donc finalement, plutôt que de recueillir ces informations par oral auprès du patient, même si c'est important aussi, ils vont avoir le tableau devant eux dès le début de la consultation et ils vont pouvoir viser un peu juste et tout de suite aller dans le vif du sujet en se disant par exemple ces 3 derniers jours vous n'avez pas dormi, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Donc finalement, c'est peut-être une perte de temps entre guillemets au démarrage, mais pour ensuite accélérer et comme je le disais tout à l'heure, aller un peu au cœur du sujet de la consultation et donc je l'espère optimiser le temps de la consultation. Donc c'est comme ça qu'on essaie d'éduquer nos praticiens. Catherine Cornubert, vous vouliez intervenir? Oui, moi je rajouterais quelque chose. Ce qui est très important au départ, c'est d'identifier les médecins généralistes qui ont envie de le faire. Parce que nous, on a pas mal d'appels de personnes qui disent ben voilà, avec tout ce que j'ai à faire, l'administratif, les trucs qui arrivent, etc., ça les met plutôt en stress qu'en aide à l'amélioration de la qualité du soin. Donc je pense que la première chose à faire, et peut-être la première réponse, c'est d'identifier les gens, enfin en tout cas les médecins généralistes qui auraient envie de le faire. Et quand on a envie, quand on est engagé, ben ça provoque un petit peu moins de stress. Et il y a quelque chose aussi qui est assez peu connu chez le médecin généraliste, c'est que la première consultation, quand on fait une première consultation, il y a un remboursement avec une codification spéciale à 69 € de remboursement pour la première consultation qui est jamais connue, qui est jamais utilisée. Et c'est très important parce qu'une première consultation en psy, même pour un médecin généraliste, c'est jamais 10 minutes. Donc ça, il faut que ça soit connu et c'est vrai que c'est de la formation aussi à mettre en place, que ça soit dans sa formation, mais aussi dans l'accompagnement avec des nouveaux outils. Donc le fait qu'un professionnel de la santé ait envie de faire ça c'est important, et envie de passer aux outils numériques, je pense que c'est encore plus important. Et après, c'est beaucoup plus facile, même s'il a des obligations, de l'engager et surtout de le mettre moins en situation de stress. Je regarde la salle, il me reste 1 minute, s'il reste d'autres questions à poser. Voilà, monsieur, on vous apporte le micro. Ce sera la dernière question de la matinée avant de clore cette table ronde. Voilà, rapidement. Bonjour, Jean Quisito de Iquisito, qui est plutôt pour le déploiement du numérique en santé. Je suis très ravi d'être dans cette conférence. C'est une très très belle conférence. Depuis que je viens ici, depuis 3 ans, je ne m'attendais pas à avoir une conférence comme ça sur la santé mentale. Merci à vous. Je voudrais pas, je pense que beaucoup de choses ont été dites. Je voudrais dire au docteur Samala que nous, on a beaucoup travaillé avec Clermont-Ferrand, professeur Lorca, plutôt sur les TCA. Et ce que vous venez de dire est vraiment très important. L'avantage, c'est que c'est les médecins maintenant qui vont chercher les outils et qui les créent. C'est ça. Et il y a ce que vous avez dit, que la difficulté, c'était au niveau de ne pas vous surcharger de travail ou alors de changer votre façon de travailler. Est-ce que, comme on l'a dit hier, la formation initiale, on ne pourrait pas rajouter maintenant la e-santé dans la formation initiale déjà des professionnels de santé en général, et surtout des médecins? Et il y a un autre point aussi qui se fait à la recherche. Nous, on a beaucoup travaillé avec plutôt la recherche sur les TCA. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir les assistants du numérique en santé pour les médecins, comme il y a les assistants de recherche clinique? C'est-à-dire qu'au lieu que c'est à vous à rechercher tout ça avant, qu'il y ait quelqu'un qui vous prépare tout ça et vous apporte ça à la dernière minute. Merci à vous. Ludovic Samala. Je suis tout oui à vos propositions. Alors oui, on améliore la formation des étudiants en médecine sur la question de la santé connectée. Je pense que vous soulignez un point extrêmement important, c'est qu'à la fois, il faut que les académiques, les médecins, les chercheurs qui veulent développer des solutions dans le domaine de la e-santé puissent comprendre comment ça fonctionne le développement. Mais en même temps, il faut que nos développeurs ils fassent aussi l'effort de comprendre quelle est la pratique du terrain. Et donc,
Moi, je vous invite à venir faire des stages d'immersion dans nos services, comme le fait finalement l'industrie pharma. Hein. On les accueille dans les services pour leur montrer ce que c'est qu'un état dépressif, comment on prend en charge les malades, etc. Ça nous aidera à mieux communiquer et ça nous fera sortir du fameux cahier des charges, ce qui est attendu. Moi, je ne peux plus supporter de devoir à chaque fois dire précisément qu'est-ce que doit faire le développeur. Il faut que finalement les choses se fassent intuitivement et qu'on réfléchisse ensemble pour développer les solutions. Donc ça, c'est un point capital. On ne peut plus rester dans ce modèle-là. Il faut que ce soit un modèle plus interactif d'aller-retour, de réflexion. Et puis, je ne sais plus le troisième point. Oui, des assistants dans le numérique, oui, évidemment. Moi, j'aimerais... on a plein de petites startups sur la plateforme de Clermont. Et c'est sûr que d'avoir soit des startups, soit carrément des professionnels dans le numérique qui puissent travailler au sein des centres hospitaliers pour favoriser les développements de recherche, que ça aille des essais cliniques, puisque maintenant tous les essais cliniques on les digitalise, mais à des projets plus ambitieux. Alors le problème, je pense, c'est encore un sujet qu'a évoqué la déléguée, c'est le business model, c'est que vous coûtez trop cher. Et du coup, on n'est pas du tout attractif, nous. On est sur quelque chose qui va vous amener de l'expérience, de la compétence, mais vous allez nous quitter au bout de 2 ans. Donc voilà, ça c'est ce que je crains, c'est qu'on n'aura jamais les moyens d'avoir des professionnels assez compétents et formés. En tout cas, on aura des débutants qui accepteront de rester 2 ans, mais après, voilà. On va dire que c'est déjà ça pour commencer. Merci beaucoup à tous les 4. On peut les applaudir pour ce grand débat autour de la e-santé mentale. Et on voit que les choses avancent. Elles avancent très vite, pas assez vite, mais elles avancent vite quand même. Bonne continuation à tous dans cette université de la e-santé.